C'était une grande dame. Par atavisme, son âme était remplie par la frivolité des existences de cour, avec tout ce qu'elles ont de superficiel et de rigoureux. Madame de Marsante n'avait pas eu la force de regretter longtemps son père et sa mère, mais pour rien au monde elle n'eût porté de couleur dans le mois qui suivait la mort d'un cousin. Elle fut plus aimable avec moi parce que j'étais l'amie de Robert et parce que je n'étais pas du même monde que Robert. Cette bonté s'accompagnait d'une feinte timidité, de l'espèce de mouvement de retrait intermittent de la voix, du regard, de la pensée qu'on ramène à soi comme une jupe indiscrète pour ne pas prendre trop de place, pour rester bien droite, même dans la souplesse comme le veut la bonne éducation. Bonne éducation qu'il ne faut pas prendre trop au pied de la lettre d'ailleurs, plusieurs de ces dames versant très vite dans le dévergondage des mœurs sans perdre jamais la correction presque infantine des manières. Madame de Marsante, agacée un peu dans la conversation parce que chaque fois qu'il s'agissait d'un roturier, par exemple de Bergotte, d'Elstir, elle disait en détachant le mot, en le faisant valoir et en le psalmodiant sur deux tons différents, en une modulation qui était particulière aux Guermantes. J'ai eu l'honneur, le grand bonheur de rencontrer M. Bergotte, de faire la connaissance de M. Elstir, soit pour faire admirer son humilité, soit par le même goût qu'avait M. de Guermantes de revenir aux formes désuètes pour protester contre les usages de mauvaise éducation actuelle où on ne dit pas assez honoré. Quelle que fût celle de ces deux raisons qu'il fût la vraie, de toute façon, on sentait que Madame de Marsante disait « J'ai eu l'honneur, le grand bonheur ». Elle croyait remplir un grand rôle et montrer qu'elle savait accueillir les noms des hommes de valeur comme elle les eût reçus eux-mêmes dans son château s'ils s'étaient trouvés dans le voisinage. D'autre part, comme sa famille était nombreuse, qu'elle l'aimait beaucoup, que lente de débit et amie des explications, elle voulait faire comprendre les parentés. Elle se trouvait, sans aucun désir d'étonner et tout en aimant sincèrement parler que de paysans touchants et de gardes-chasse sublimes, citer à tout instant toutes les familles médiatisées d'Europe, ce que les personnes moins brillantes ne lui pardonnaient pas, et si elles étaient un peu intellectuelles, raillaient comme de la stupidité. À la campagne, Madame de Marsante était adorée pour le bien qu'elle faisait, mais surtout parce que la pureté d'un sang où depuis plusieurs générations on ne rencontrait que ce qu'il y a de plus grand dans l'histoire de France, avait ôté à sa manière d'être tout ce que les gens du peuple appellent des manières, et lui avait donné la parfaite simplicité. Elle ne craignait pas d'embrasser une pauvre femme qui était malheureuse et lui disait d'aller chercher un char de bois au château. C'était, disait-on, la parfaite chrétienne. Elle tenait à faire un mariage colossalement riche à Robert. Être grande dame, c'est jouer à la grande dame, c'est-à-dire, pour une part, jouer la simplicité. C'est un jeu qui coûte extrêmement cher, d'autant plus que la simplicité ne ravit qu'à la condition que les autres sachent que vous pourriez ne pas être simple, c'est-à-dire que vous êtes très riche. On me dit plus tard, quand je racontais que je l'avais vue, « Vous avez dû vous rendre compte qu'elle a été ravissante. Mais la vraie beauté est si particulière, si nouvelle, qu'on ne la reconnaît pas pour la beauté. Je me dis seulement, ce jour-là, qu'elle avait un nez tout petit, des yeux très bleus, le cou lent et l'air triste. « Écoute, dit Madame de Villeparisis à la duchesse de Guermantes, je crois que j'aurai tout à l'heure la visite d'une femme que tu ne veux pas connaître. J'aime mieux te prévenir pour que cela ne t'ennuie pas. D'ailleurs, tu peux être tranquille. Je ne l'aurai jamais chez moi plus tard. Mais elle doit venir pour une seule fois aujourd'hui. C'est la femme de Swann.